Ok, alors on va enchaîner donc avec une table ronde. On reste sur la RE 2020 qui aura décidément fait couler beaucoup d'encre et ça n'est probablement pas fini. Cette fois, on va prendre un petit peu de hauteur, peut-être même un petit peu d'avance, en se penchant sur le travail du collectif CAP 2030. Ce regroupement d'acteurs réfléchit à l'après RE 2020, et oui déjà, il a publié en décembre dernier ses premiers livrables qui donnent les orientations d'un cadre commun de référence. L'idée étant de mettre à disposition des pouvoirs publics ce cadre commun pour préparer la future réglementation. Pour en parler, j'accueille avec plaisir Stéphanie Doruino, directrice énergie et environnement du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Véronique Pape, représentante du collectif des démarches quartier bâtiment durable. Marie Gracia, directrice d'Effinergie. Et Rachel Germain, directrice de l'Alliance HQE-GBC. Bonjour à toutes les quatre et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre collectif CAP 2030 ? Je crois que Marie, c'est vous qui allez commencer par nous rappeler le contexte. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc ce projet, déjà pour le resituer, je ne sais pas s'il va au-delà, plus loin. En tout cas, il s'écrit dans un contexte qui est celui de la réglementation environnementale 2020, qui est le contexte réglementaire actuel. Mais ce projet-là, ce n'est pas un projet réglementaire, ce n'est pas ça l'objectif, c'est plutôt d'essayer de faire un pas de côté, de le faire ensemble et de voir comment on peut élargir le champ environnemental sur le volet construction. Pour remettre un petit peu effectivement de contexte et dans l'histoire, je nous projette quasiment 5 ans en arrière, on va dire au printemps 2021. À l'époque, on ne connaissait pas encore les ambitions de la réglementation environnementale 2020. Les arbitrages n'avaient pas été pris sur ce que serait cette réglementation. Et donc, on a eu un certain nombre d'acteurs qui ont porté jusqu'au ministre du Logement de l'époque, qui était à Energy Meeting d'ailleurs pour faire cette annonce à l'époque, l'idée d'avoir un label d'État qui accompagnerait cette réglementation, notamment pour répondre à la crainte de certains de ne pas avoir quelque chose qui serait suffisamment ambitieux pour accompagner la dynamique qu'on doit avoir jusqu'en 2050. On a lancé à l'époque cette concertation sous l'égide du plan bâtiment durable avec l'idée de se dire cette question-là mérite d'être débattue et peut-être que l'idée même d'un label d'État mérite d'être débattue avec l'ensemble des professionnels. Le chemin faisant, cette première étape de concertation, elle a permis plusieurs choses. D'abord, elle a permis, parce qu'elle s'est inscrite en parallèle des arbitrages sur la réglementation, de dire le sujet, c'est pas juste de dépasser le réglementaire ou d'aller plus vite, parce que la réglementation, elle est structurante, elle est ambitieuse, elle va nous permettre d'avancer sur un certain nombre de sujets. Donc, ce n'est pas un label d'État pour aller plus vite que la réglementation. Par contre, c'est une démarche collective pour, d'une part, élargir le champ des thématiques. Aujourd'hui, on traite, et je pense que vous en avez largement parlé juste avant, de l'énergie, du carbone et des questions de confort d'été dans la réglementation. Il y a beaucoup d'autres sujets à prendre en compte, des questions d'économie circulaire, de biodiversité, la question de la low-tech, les questions de gestion de l'eau, etc. Donc, comment on appréhende ces sujets sur la construction et comment on le fait collectivement, parce que nous avons les uns et les autres différents travaux de recherche, d'expérimentation. On a ici un certain nombre de professionnels qui font de l'innovation technique, etc. L'idée, c'est de se dire, OK, mais est-ce qu'on ne peut pas avancer ensemble pour essayer de construire quelque chose qui nous permettra d'expérimenter, de le faire de façon collective. Donc ça, c'est un petit peu la genèse. Et cette expérimentation, elle a permis une deuxième chose, et je laisserai peut-être après Véronique rebondir là-dessus, c'est de se dire, il y a des acteurs qui au quotidien ont l'habitude d'accompagner les professionnels pour expérimenter, qui portent des labels, des certifications, des démarches bâtiments durables sur les territoires. Ça fait partie de nos métiers, de notre expertise. Et l'État nous a dit, peut-être que vous êtes les mieux placés finalement pour essayer de dessiner ensemble ce chemin collectif. Oui, Véronique, une certaine responsabilité aussi, du coup, si c'est l'État qui se tourne effectivement vers vous. Pour compléter ce que vient de dire Marie, en fait, effectivement, en 2022 ou 2023,
L'idée, c'était de s'appuyer sur des forces vives que sont à la fois l'association F-Énergie, l'association l'Alliance HQE, et puis le collectif des démarches qui en fait est une association d'associations, puisque moi je suis la directrice d'Ecopolis et j'ai des collègues chez Envirobat Occitanie, Envirobat BDM, mais également en Bourgogne, en Bretagne et puis maintenant en Nouvelle-Calédonie qui portent, et en Nouvelle-Aquitaine qui portent ce genre de démarche régionale. Et donc en fait, comme le disait Marie, on est tous un peu chacun dans notre couloir de nage, à travailler avec les professionnels qui sont les plus avancés, donc des professionnels pionniers qui sont vraiment à la pointe de l'innovation, de la réflexion, de l'expérimentation pour développer des bâtiments qui soient le plus en pointe possible sur tous les sujets du durable. Et depuis longtemps déjà, nous on est bien au-delà de l'énergie et du carbone, qui sont effectivement... Enfin, le carbone, c'était la grande avancée de la RE 2020 par rapport à la réglementation précédente, qui était quand même encore beaucoup centrée sur l'énergie. Et nous, on est déjà sur les autres sujets, c'est-à-dire que tous les jours dans nos démarches, on accompagne des projets et on se pose plein de questions sur l'économie circulaire, sur la biodiversité, sur le social, sur les matériaux, sur la gestion de l'eau, etc., etc. Donc on était finalement plutôt bien placé pour le faire. Et ce qui a été très novateur dans cette démarche, c'est qu'en fait on s'est alliés. On était, comme je le disais, un peu dans notre couloir chacun, avec des référentiels et des méthodes qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui ont quelque part un objectif qui est équivalent, c'est-à-dire de sortir et d'aider les professionnels à sortir des bâtiments les plus performants possibles. Mais par contre, au lieu de faire chacun nos indicateurs et chacun notre référentiel dans notre coin, on s'est dit qu'on allait mettre tout ça en commun. Et c'est ça la grande avancée. Ça veut dire qu'on est en train de préparer le terrain pour que tous les professionnels puissent s'appuyer sur des indicateurs qui soient communs, ce qui permettra à des architectes, à des bureaux d'études, à des maîtres d'ouvrage, au lieu de se dire si je fais du HQE, je dois calculer mon coefficient de biotope surfacique de telle façon. Si je fais une démarche BDM ou BDF, je le calcule d'une autre façon. Si je fais de l'F-Énergie, je le calcule encore d'une troisième façon. En fait, on se rend compte qu'on perd tous énormément de temps. Et donc l'idée, c'est plutôt de se mettre d'accord en amont, de définir et de proposer des indicateurs qui soient communs, que nous, on va tous tester dans nos différentes démarches, labels, certifications. Donc ça veut dire qu'on aura de la data pour dire voilà ce qu'on est capable d'espérer en termes de performance et donc de seuil. Et après, on les déclinera chacun à selon nos caractéristiques et nos profils. Mais par contre, on aura quand même des indicateurs communs qui seront applicables à tous et qui seront évidemment largement diffusés auprès de toute la profession. Alors, votre travail d'expérimentation collective, je le disais tout à l'heure, il a débouché donc sur des premiers livrables en décembre dernier. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit balayage d'ensemble des propositions que contiennent donc ces premiers livrables ? Alors, je vais vous faire effectivement un petit balayage des premiers résultats qui sont issus de la première année de travail de CAP 2030. Mais avant tout, je vais vous redonner quelques éléments d'organisation qui sont importants et vous expliquer un petit peu la manière dont on a travaillé. Donc, dans CAP 2030 est organisé autour de 9 groupes de travail thématiques. Ces thématiques, je vais revenir dessus, mais ce sont des thématiques, comme ça a été évoqué, qui sont soit dans la continuité de la RE 2020, le carbone, l'énergie et le confort d'été, mais surtout qui vont bien au-delà en abordant des sujets environnementaux de manière beaucoup plus large. Le rôle de ces GT thématiques, ça a été tout simplement, entre guillemets, de produire des indicateurs sur chacune des thématiques et puis surtout de produire autour à la fois les méthodes, les outils et la documentation nécessaire pour pouvoir évaluer ces indicateurs. Et ces résultats-là, qui sont produits donc par chaque GT de manière indépendante, ils constituent ensuite le terreau qui permet de construire le cadre commun de référence CAP 2030. Dans le mode de fonctionnement de ces groupes de travail, le mode de fonctionnement se veut volontairement extrêmement ouvert, c'est-à-dire que tout acteur volontaire qui souhaite rejoindre la démarche a pu le faire et peut toujours le faire. La porte est toujours ouverte. Si vous souhaitez rejoindre les groupes de travail, c'est toujours possible. Donc nous vous y invitons bien évidemment. D'ailleurs, ce mode de fonctionnement très ouvert nous a amené à un succès qu'on n'avait pas forcément anticipé initialement, puisqu'il y a plus de 150 à 250 personnes qui sont regroupées autour de chacune des thématiques. Vous imaginez 9 thématiques, ça fait tout de même un petit peu de monde là, qui est fédéré autour de cette démarche.
Et bien évidemment, dans ces groupes de travail, l'idée, ça n'a pas été de réinventer les choses, mais au contraire de s'appuyer de manière extrêmement forte sur ce qui avait été déjà fait, des initiatives existantes, de profiter de toute l'expertise, les compétences, le retour d'expérience des personnes mobilisées autour des groupes de travail, justement pour pouvoir aller consolider là où c'était nécessaire, parfois franchir un dernier cran de maturité pour pouvoir produire des éléments qui soient opérationnels pour nourrir le cadre commun de référence CAP 2030. Un petit mot sur le programme de travail et d'où il vient. Marie a évoqué tout à l'heure la genèse du projet et dans cette genèse-là, en 2021, le plan bâtiment durable avait notamment missionné tout un groupe d'experts sur les différentes thématiques et il leur a demandé à chacun de réaliser une note de synthèse dans laquelle il y avait déjà une préfiguration de l'état de l'art, mais surtout des propositions qui permettaient de nourrir une démarche de type CAP 2030. C'est ces éléments-là, notamment, qui ont été soumis à concertation nationale, et c'est bien le résultat de cette concertation nationale qui constitue le socle du programme de travail, donc en accord avec l'ADEME et la DSUP. Donc c'est bien de là-dessus que nous sommes partis, et d'ailleurs sur lequel nous travaillons toujours. Je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon des différents groupes de travail avec un objectif de ne pas vous parler de tous les résultats, parce qu'il y en a quand même une masse importante, mais de vous mettre en lumière quelques-uns de ces résultats. Le premier GT, c'était GT sur le carbone. Donc là, on est vraiment dans la continuité des thématiques qui sont portées par la RE 2020. Un des résultats de ce GT, c'est la production d'une grille qui permet d'accompagner pas à pas la réalisation d'une ACV. Et donc, pour celui qui l'utilise, ça lui permet d'évaluer dans quelle mesure les données qu'il va renseigner sont à la fois complètes et cohérentes. Ça, c'est un élément extrêmement important pour que l'on s'assure collectivement de progresser dans l'homogénéisation de nos modes de faire et surtout d'avoir derrière des données et donc du retour d'expérience qui soit fiable pour pouvoir demain préfigurer ensemble les solutions bas carbone de demain. Sur le GT2, il est dédié à la mesure des performances énergétiques. Donc là, derrière, le sujet, c'est bien évidemment de s'assurer qu'une fois qu'on a réalisé un bâtiment, on a bien les performances qu'on attendait en phase de conception. Sur cette première année CAP 2030, on a posé une première brique. Encore une fois, la première année CAP 2030 n'est pas la fin de l'histoire, loin de là, sur le sujet de la perméabilité à l'air avec des propositions pour aller au-delà de la RE 2020. Sur le GT numéro 3, qui est dédié à l'énergie, au sujet de l'énergie et des réseaux, on a reposé notamment le bâtiment comme bien évidemment à la fois un consommateur d'énergie mais aussi un producteur d'énergie. Et donc dans ce GT, on trouve notamment une proposition de définition de bâtiments à énergie positive. Ce GT a aussi abordé la question du lien entre bâtiment et mobilité et a proposé des leviers d'action pour décarboner la mobilité. Le quatrième GT est dédié à la qualité des environnements intérieurs. En réalité, ce GT, c'est un macro-GT puisqu'il intègre 4 sous-thématiques qui sont la qualité d'air intérieur, le confort acoustique, le confort thermique et le confort lumineux. Donc un macro-GT dans lequel déjà sur cette première année, l'ambition, ça a été de vraiment faire le tour de ce qui existait et d'être en capacité de synthétiser cette connaissance pour pouvoir préfigurer ce qui pourrait être effectivement des indicateurs pertinents apportés dans cette logique de qualité des environnements intérieurs. Ce travail-là, il va être poursuivi dans l'année 2 dans le cadre du projet CAP 2030. Sur le GT5, encore un sujet bien évidemment extrêmement important, la gestion durable de l'eau, avec le parti pris pour cette première année de faire un focus sur la question de la gestion des eaux pluviales, avec une production notamment d'un panorama des solutions qui existent pour la gestion durable de ces eaux pluviales, et puis aussi de nouveaux indicateurs pour nous aider justement à anticiper ces sujets le plus en amont possible.
Sur le GT6, on aborde la thématique de l'économie circulaire avec la production d'un premier cadre pour intégrer cette thématique de l'économie circulaire, dans lequel on prend en compte notamment les questions de la gestion des flux de matière sur les chantiers, les questions d'anticipation de la démontabilité des composants, les questions aussi d'anticipation de l'évolutivité de l'ouvrage, et enfin, les questions de prise en compte de la circularité des produits à l'échelle de l'ouvrage. Sur le GT, j'en suis au GT7, si je ne me trompe pas. Là, on est sur la thématique de la biodiversité. Et dans ce GT, très clairement, il y a un indicateur emblématique qui émerge et qui commence à véritablement cristalliser un consensus assez fort, c'est le CBSH, coefficient de biotope surfacique harmonisé, donc un nom qui peut paraître un petit peu barbare, pour décrire un indicateur qui, pour l'instant, comme je vous le disais, fait vraiment consensus parce qu'il est connu, reconnu, et puis surtout, ce qui est apprécié, c'est une espèce de simplicité, on va dire, dans la mise en œuvre opérationnelle. Et ce coefficient-là, il permet, lorsque l'on réalise une construction, d'évaluer, enfin en tout cas de contribuer à évaluer le potentiel écologique associé. Le GT8 sur l'adaptation au changement climatique, Dieu sait si c'est encore à nouveau un sujet extrêmement important, mais qui est peut-être un cran en dessous en termes de maturité par rapport à d'autres sujets. Et donc le parti pris sur cette première année, ça a été d'abord de produire des éléments pédagogiques pour que justement la filière puisse s'emparer sereinement de ces sujets, avec la production de fiches thématiques qui vont décrire les risques qui existent, par exemple les vagues de chaleur, la sécheresse, les inondations, etc. Et pour chacun d'entre eux, proposer des impacts potentiels à la fois sur la structure du bâtiment, mais aussi sur les occupants. Et le GT9 est un GT transverse sur la low-tech, mais je vais laisser Véronique vous en parler. Alors le GT9, nous, c'est notre petit chouchou parce que c'est quelque chose qu'on porte depuis longtemps au collectif des démarches. Donc la low-tech, en fait, ça vient de cet impératif qu'on doit tous avoir, de se dire que quand on fait un nouveau bâtiment ou quand on rénove un bâtiment, on doit avoir embarqué le minimum de carbone déjà, ça c'est la première chose. Mais surtout, essayons d'être le plus sobre possible parce que plus les équipements, les matériaux qu'on utilisera sont sobres et faciles à maintenir, et moins on dépensera d'énergie, de carbone, etc. Dans toute la vie du bâtiment ensuite. Donc le GT Low-Tech, il est un petit peu particulier. À la fois, il y a des travaux. Donc la première année a consisté à faire un peu un tour d'horizon de la littérature sur le sujet pour voir un petit peu de où on partait. Il y a un objectif dans la deuxième année de travailler sur un score Low-Tech. Et puis surtout, il y a un travail qui se fait avec les membres du GT Low-Tech, avec l'ensemble des autres GT, pour passer un petit peu au crible les résultats et les propositions des différents GT pour voir qu'est-ce qui relève du low-tech et qu'est-ce qui ne relève vraiment pas du tout de la low-tech. Parce que c'est pas la peine qu'on, d'un côté, on essaye de réduire les équipements, etc., pour essayer de faire le plus simple possible et que de l'autre côté, on s'en rajoute des tonnes. Donc l'idée, c'est d'harmoniser tout ça et de faire qu'on essaye d'avoir des lunettes low-tech un petit peu dans tous les GT. Oui, parce qu'effectivement, c'est un sujet transversal, donc le but, c'est qu'il diffuse dans les autres groupes de travail. Tous ces groupes de travail, il y en a pas mal, effectivement, vont continuer donc, à travailler tout au long de cette année 2 qui commence donc, là en 2025, après la livraison de ces premiers livrables. Parce que donc, l'objectif, ça reste de préparer ce futur cadre commun de référence. Rachel, est-ce que vous voulez dire un mot sur le sujet ? Oui, bien sûr. Donc, en effet, nous sommes en train de travailler sur une V0 de ce cadre commun de référence. Donc là, en effet, tous les GT en première année ont travaillé de manière assez silotée, et c'est normal parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail à mener. Donc, chacun a produit un certain nombre un état de l'art et un certain nombre d'indicateurs qui ont été mis sur la table. Et donc maintenant, l'objet de ce travail sur l'écriture du cadre commun de référence, c'est à la fois d'effectuer une sorte de filtrage des indicateurs et de les mettre en cohérence
les uns avec les autres, et donc absolument pas d'agréger les différents livrables les uns à la suite des autres, mais vraiment faire un travail d'harmonisation pour que tout fonctionne. Donc, dans ce cadre commun de référence, nous reprendrons bien évidemment les 9 thématiques qui ont été travaillées pendant cette première année. Et l'objet sera d'essayer de définir un langage commun qui soit compréhensible et utilisable par l'ensemble des acteurs, qui s'adaptera à l'ensemble des typologies de bâtiments et qui s'adaptera aussi aux différents territoires. Il se voudra être un outil, bien sûr, pratique le plus possible et évolutif dans le temps, avec certaines thématiques et certains indicateurs qui pourront être obligatoires et d'autres qui pourront être davantage optionnels, voire pédagogiques, en fonction notamment de leur maturité. Et encore une fois, ce cadre commun de référence viendra à évoluer dans le temps en fonction à la fois de l'évolution des travaux des différents GT, puisque ces travaux continuent en année 2 et là démarrent ces semaines, et selon aussi les résultats des expérimentations que nous allons lancer quand ce cadre commun de référence sera publié. Mais je vais peut-être laisser Marie dire quelques mots sur l'expérimentation. Oui, l'idée derrière, c'est pas juste de faire un objet pour faire un objet, de se dire bon bah très bien, on a écrit un cadre et il est beau, on est content, on s'est mis d'accord et merci, au revoir. L'idée, c'est bien de pouvoir l'expérimenter, de le tester sur des vrais projets dans la vraie vie. D'une part parce que c'est un moyen pour l'ensemble des professionnels et de la filière de se saisir de ces enjeux, de pouvoir monter en compétences dessus, d'en mesurer les implications, ce que ça veut dire sur un projet concrètement. Et puis, ça nous permettra aussi de travailler sur tout un volet retour d'expérience et d'en tirer des bonnes pratiques, mais aussi s'il y a des sujets sur lesquels finalement ce qui a été proposé ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas pour tous les projets ou est trop contraignant, trop coûteux, etc., et bien on sera en capacité de l'identifier et de faire évoluer notre proposition collective. Donc c'est bien ça l'idée d'expérimenter. Un des objectifs, et ça a été posé dès le début dans les intentions de CAP 2030, c'est de l'expérimenter à travers nos outils, parce qu'on a l'habitude de proposer un cadre finalement d'expérimentation et de valorisation des projets qui dépassent le volet réglementaire. Donc nos labels, certifications, démarches bâtiments durables, qui sont des démarches différentes les unes par rapport aux autres, mais qui sont assez complémentaires en fait sur ce qui est proposé in fine au maître d'ouvrage et à l'ensemble des professionnels mobilisés sur un projet. Donc voilà, c'est ça l'objectif. On attend d'avoir cette première version un peu stabilisée, confortée, c'est le travail qui est en cours. Et puis l'objectif derrière de proposer d'ici la fin de l'année probablement ce terrain d'expérimentation sur lesquels d'une part on espère qu'on aura des maîtres d'ouvrage aventureux et volontaires pour aller innover et réfléchir avec nous sur ces sujets, et puis sur lesquels derrière on pourra partager du retour d'expérience et inspirer la suite de l'aventure. Et Rachel, je crois que vous vouliez conclure en ouvrant sur l'international. Alors l'idée, c'est quoi? C'est d'aller s'inspirer de ce qui se fait chez nos voisins ou de se coordonner avec eux? C'est plutôt le contraire, en fait. C'est plutôt le contraire, d'accord. En fait, donc l'Alliance HQE GBC est membre français du réseau World Green Building Council. Et dans ce cadre-là, nous sommes amenés à échanger très régulièrement avec nos partenaires européens, voire internationaux du réseau. Et c'est vrai que quand on échange les bonnes pratiques des uns et des autres, cette manière de travailler, d'innovation collective, de co-construction, en associant à la fois les acteurs publics et privés, est regardée avec beaucoup d'intérêt de leur part, parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de fonctionner de cette manière-là. Certains sont quand même assez loin de leur propre pouvoir public et le regrettent, et donc sont très intéressés pour qu'on leur explique
comment on a mené, ne serait-ce que l'expérimentation E+C- qui a abouti sur la RE 2020, parce qu'il y a quand même un certain nombre de pays dont les réglementations sont encore assez loin de ces sujets de carbone et de confort d'été, et d'aller plus loin avec CAP 2030. Ils sont très très preneurs de partage de bonnes pratiques. D'accord. Il nous reste 2 minutes avant de prendre des questions dans la salle. Est-ce que l'une d'entre vous veut conclure à son tour? Peut-être qu'on peut rajouter aussi que tout le travail DGT que je vous ai parcouru vraiment de manière extrêmement rapide est intégralement disponible depuis la fin de l'année dernière sur le site du plan bâtiment durable. Donc vous pouvez retrouver toutes les contributions des différents GT sur le site du plan bâtiment durable. Donc n'hésitez pas bien évidemment à les regarder, à vous les approprier. Et puis encore une fois, je le redis, nous sommes dans un mode de fonctionnement extrêmement ouvert où tout acteur volontaire qui le souhaite peut nous rejoindre. Donc la porte est ouverte. Voilà, l'appel est lancé. On va passer aux questions-réponses. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui, madame. On va vous amener un micro. Oui, bonjour, Fatma Carré, AMO Environnement pour la société Cardam. J'avais une question par rapport au format de l'expérimentation. Est-ce que ça va être encore un autre label ou est-ce que ça sera porté par l'un des labels qu'on connaît déjà? Voilà, merci. L'objectif, c'est de porter à travers les labels, certifications et démarches qu'on propose déjà au titre de nos associations. Pas pour rajouter une couche, mais justement, on sait qu'on propose déjà plein de choses et on nous reproche souvent de ne pas réussir à fonctionner ensemble et que ça fait une multitude d'éléments. Donc l'idée, c'est plutôt de s'appuyer sur ce qui existe déjà, pas de créer un truc en plus et de pouvoir le porter à travers ce que chacune de nos associations propose. Donc voilà, et après sur le format exact, encore à travailler pour vous en présenter le détail et la façon dont ça fonctionnera. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question ou Ouais, on a encore le temps pour une question. Il y a une main qui se lève là-bas, monsieur. Bonjour, je m'appelle Arthur, je travaille en tant qu'ingénieur mécanique chez Fabrique. Fabrique qui s'inscrit dans la revalorisation de textiles pour le revêtement mural et le mobilier d'intérieur. Alors, vous avez parlé tout à l'heure dans votre groupe transversal sur la low-tech, vous avez fait référence au score low-tech. Est-ce que vous seriez aujourd'hui en capacité de nous en dire un peu plus sur les indicateurs pris en compte et l'utilité que vous aimeriez que ce score prenne dans cette horizon CAP 2030? Je suis désolée de vous décevoir, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus parce qu'il n'est pas encore fait. Et donc c'est du travail c'était une projection, donc ça fait partie du plan de travail pour l'année 2025. Donc je vous invite à suivre les publications de CAP 2030 au fil de l'eau et vous devriez en savoir un petit peu plus en juin prochain. Ok, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à rejoindre le GT si vous avez des idées ou des choses à partager sur la question. Surtout, encore une fois, comme le disait Stéphanie, la porte est encore grande ouverte. Ok, très bien. Est-ce que je peux vous demander d'ailleurs si vous pouvez nous redonner le site? Vous avez donné l'URL tout à l'heure que j'ai oublié, je suis désolé. Alors, vous avez les informations sur le site du plan bâtiment durable. Ok, merci beaucoup. Voilà. Ouais, mais vous tapez plan bâtiment durable, CAP 2030, normalement, vous allez arriver au bon endroit. L'ami Google devrait trouver assez facilement. Très bien, merci beaucoup Stéphanie Dorwino, Véronique Pape, Marie-Gracia et Rachel Germain. Oui, Véronique Pape, un tout dernier mot. Excusez-moi, j'ai juste une petite annonce publicitaire. Si vous voulez savoir un petit peu plus en détail ce que c'est qu'un bâtiment BDF, donc bâtiment durable francilien, donc est une des démarches régionales du collectif des démarches, il y a une expo juste à l'entrée d'Energy Meeting, donc je vous invite à aller faire un tour. Voilà, merci. Le message est passé. Tant qu'on a un micro, autant en profiter. Merci beaucoup à toutes les quatre. Merci.